Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire sur le thème «Qu'est-ce qui fait réussir ou échouer une négociation?». Ce webinaire sera animé par Lionel Bélanger, professeur à HEC Paris et le directeur académique du programme Réussir ses négociations. Et moi-même, je suis Valeria Gorbenova, conseillère formation pour le programme Executive Education. Tout d'abord, je vous présenterai notre école HEC Paris et Executive Education. Et par la suite, je laisserai présenter le programme Réussir ses négociations à Monsieur Bélanger. Euh, donc, tout d'abord, HEC Paris, fondé en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Elle demeure l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de commerce en France et dans le monde. Et notre mission, la mission de HEC Paris, est double. Premièrement, former une diversité de profils à haut potentiel, rigoureusement sélectionnés. Et deuxièmement, contribuer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Il est également important de noter que HEC compte plus de 60 000 diplômés à travers le monde. Et chaque année, l'Executive Education d'HEC Paris accueille plus de 8 500 cadres et dirigeants du monde entier. Ce qui fait la renommée de HEC, c'est également l'excellence de ses professeurs. Le corps professoral est au cœur de la création et de la diffusion de savoir à HEC. Fort de plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, la faculté mène des travaux de recherche internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management. Et maintenant, depuis 9 ans, nous sommes classés parmi les 10 meilleures business schools en executive education dans le monde. Chaque année, Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management HEC. HEC est parmi les leaders mondiaux de l'executive education. Comme vous pouvez le voir en 2022 et en 2023. Sur ce, merci encore pour votre attention et d'avoir rejoint ce webinaire. À la fin de la présentation, je vais parler du processus d'admission. Et donc maintenant, je laisse la parole à Lionel Bélanger. Merci Valéria, bonjour à toutes et à tous de participer à ce webinaire de présentation du programme court de perfectionnement à la négociation, réussir toutes ces négociations à HEC Executive Education. Donc je vais concentrer mes observations sur 3 points. Pourquoi participer à ce programme? Dire quelques mots également de la compétence de négociation, considérée selon la formule américaine comme une des clés des soft skills, une compétence psychosociale pour nous Français. Et troisièmement, comment, dans ce séminaire de 4 jours, nous travaillons en alternant théorie et pratique. D'abord, je crois que la compétence de négociation s'impose de plus en plus comme un atout dans la vie professionnelle et on peut se concentrer peut-être sur 4 grands domaines dans lesquels vraiment on met à l'œuvre nos talents, nos compétences, nos savoir-faire de négociation. D'abord, dans le domaine des projets. Pas mal de nos participants y font référence. Dès l'instant qu'on a une responsabilité de projet, que ce soit en amont, pendant, en aval du projet, très souvent, il faut négocier des ressources, il faut négocier avec des partenaires extérieurs, il faut négocier en interne, il faut négocier des délais. Et la conduite de projet est souvent associée à un grand talent de négociateur. Et c'est vrai que la formation initiale à la négociation reste quand même assez restreinte dans l'univers des écoles d'ingénieurs, par exemple, et nous avons beaucoup de demandes dans ce domaine-là. Très, très tôt, des jeunes qui prennent des responsabilités de projet percutent de réels problèmes dans le domaine de la négociation. Donc, c'est dommage parfois de gâcher des compétences de conduite de projet, de maîtrise technique, d'expertise, pour le fait simplement d'être mal à l'aise avec les pratiques de négociation. Deuxième domaine, alors je dirais celui-là de prédilection de la négociation, on peut dire c'est l'univers commercial, le domaine de la transaction, la relation client-fournisseur. Et ici, la sensibilité actuelle très forte, évidemment, dans un univers très concurrentiel, c'est de défendre ses offres, défendre ses marges face à la concurrence, ou disons, dans un univers compétitif. Et c'est vrai que ce séminaire a un grand avantage de rassembler, c'est pas si fréquent que ça, autant des acheteurs professionnels que des commerciaux, que des fournisseurs qui les côtoient régulièrement. Donc, dans le même séminaire, on apprend vraiment à cette pratique commune qui est la négociation.
de chaque côté, un acheteur et un fournisseur, et au milieu, la capacité ou pas d'aboutir à un accord. Donc c'est un domaine, évidemment, le domaine de la transaction commerciale, encore une fois, de prédilection et presque d'origine de la négociation. D'ailleurs, le monde commerçant, le monde marchand n'a pas attendu ces dernières années pour mettre la négociation sur le devant de la scène. Le troisième domaine, et le troisième secteur dans lequel on sent que nos participants pratiquent souvent la négociation, c'est le domaine de la prise de décision. Alors là, c'est autant des managers, dans le contexte effectivement d'une relation managériale, et également l'univers RH. L'objectif ici, c'est d'aller vers toujours plus de coopération, de collaboration. Il y a un terme aujourd'hui qui restructure et modernise un petit peu l'idée de négociation, c'est le terme de co-construction. Chercher vraiment à construire ensemble quelque chose. Alors, on sait que c'est une mise en œuvre difficile, parfois laborieuse. Il y a parfois un univers de conflictualité et toute la capacité du négociateur est de recréer des conditions favorables à la négociation, de dégager des intérêts communs et d'aboutir à des solutions partagées et négociées. C'est un travail effectivement de longue haleine. L'univers médiatique souvent donne un écho, malheureusement, souvent trop négatif de tout ce qui est l'univers des négociations sociales, des partenaires sociaux. Donc c'est à nous de là vraiment de travailler en amont et de mettre sur la table les conditions de réussite d'une négociation dans un contexte social, dans un contexte RH, et puis dans le domaine aussi, bien sûr, du management, avec cette visée très coopérative, très co-constructive, comme on dit aujourd'hui, d'aboutir à un accord partagé. Et puis, je crois qu'il faut penser à soi aussi. La négociation est très impliquée dans le fait de booster son parcours professionnel, alors tant au stade parfois de recrutement, s'agissant de promotion, s'agissant aussi de mobilité professionnelle. Je pense que pas mal des cadres, des responsables que nous avons dans les séminaires l'avouent avec beaucoup d'humilité parfois. C'est pas si facile que ça soi-même de savoir se vendre. Parce que là, l'objet dans ces négociations-là, c'est souvent soi-même, en quelque sorte. Donc, tout cet univers de prise de poste, de mobilité, de recrutement renvoie là aussi à un savoir-faire assez important de négociation. Donc, les compétences de négociation sont vraiment impliquées dans des champs différents. C'est une des particularités de la négociation, le champ commercial, le champ social, le champ managérial, et puis j'aurais tendance à dire aussi la vie personnelle. Alors, quels sont, je vais donner un focus là sur les bénéfices qui sont travaillés dans ce séminaire-là. En quelque sorte, les grands chapitres sur lesquels à la fois nous explorons en profondeur et nous apportons des réponses. Le premier domaine dans l'univers de la négociation, c'est l'esprit de méthode dans la phase de préparation. La première manière de réussir ou d'échouer une négociation, c'est très en amont, c'est la partie invisible de la négociation, c'est tout le travail de préparation. Et les expériences, malheureuses parfois, heureuses dans certains cas, confirment vraiment que ça se joue très très tôt en amont, bien avant d'être déjà à la table de négociation, selon le travail que l'on a réalisé. On a mis au point une grille de 12 critères qui permet de réduire l'incertitude. Évidemment, on ne peut pas vendre des mirages en disant qu'à coup sûr, un négociateur peut se préparer et envisager l'impossibilité d'être surpris à un moment donné ou qu'un événement particulier, une incertitude crée évidemment des obstacles, mais on peut réduire cette incertitude. Donc il y a un vrai travail plutôt de méthode là qui permet à la fois de donner une crédibilité aux négociateurs, belle qualité de préparation, professionnalisme dans la négociation, mais en même temps confiance en soi aussi, parce qu'une bonne qualité de préparation confère au négociateur plus d'aisance, plus de confort, plus de confiance dans ce qu'il va faire. Donc, c'est un point qui est très sensible et très important dans la négociation. Le deuxième sujet que nous abordons, c'est l'amont de la négociation, c'est-à-dire la partie consultation. Ça met en jeu l'écoute et le questionnement. Talleyrand, grand négociateur sur l'éternel, disait on peut faire plus avancer une négociation avec une bonne question qu'avec un bon argument. Très souvent, des négociateurs se plaignent que la partie consultation a été mal faite ou a été escamotée ou elle a été insuffisante. Dans l'univers commercial, cette phase s'appelle la phase découverte très souvent et beaucoup de managers commerciaux nous le disent et le disent. Si la phase découverte n'est pas bien faite, l'analyse des besoins,
du client est mal faite ou du prospect est mal faite, la proposition et l'argumentation qui viendront derrière, évidemment, percuteront des obstacles et des difficultés. Donc, cette qualité de l'échange, cette qualité de la consultation, on le voit aussi dans le domaine social, où beaucoup de reproches sont faits parfois à des carences en matière de consultation. On n'a pas pris le soin d'aborder de façon sérieuse et en commun, dans la première partie de la négociation, le fait de mettre sur la table une collecte d'informations, un partage d'expériences, des analyses de besoins sérieuses, les intentions de chacun des négociateurs. Donc c'est une partie délicate, exigeante, qui exige de l'écoute, qui exige de la tolérance, qui exige de la patience, qui exige beaucoup d'empathie, et nous travaillons sur ces aspects-là vraiment de façon sensible. C'est vraiment la première étape de la négociation autour de la table. Bonne qualité de préparation en amont, on l'a vu tout à l'heure, et bonne qualité de la consultation initiale. Consultation qui, d'ailleurs, peut se dérouler parfois dans des négociations très importantes en plusieurs séances. Troisième sujet, évidemment, qui nous importe dans la négociation, c'est les techniques, ce sont les techniques d'argumentation et de persuasion. On pourrait faire une image en disant que la première phase d'une négociation, l'écoute et le questionnement, c'est un petit peu le travail médical, c'est l'écoute, c'est la consultation. Là, on vient sur le travail un petit peu de l'avocat, c'est-à-dire plaider sa cause, argumenter son offre, argumenter sa proposition. Donc, c'est un registre totalement différent du premier. Celui-ci, il est fait de conviction, il est fait de maîtrise de la rhétorique, de la qualité de l'argumentation, de mettre en avant l'argumentation qui convient, de manière à influencer positivement son interlocuteur. Bon. Pour les commerciaux, c'est souvent un domaine extrêmement sensible sur lequel ils ont travaillé. Dans la vie de tous les jours, chacun, en général, a des ressources qui viennent d'assez loin, parfois de l'art de la dissertation à l'école. Dans l'univers de la négociation, c'est à l'oral que ça se joue et les règles ne sont pas tout à fait les mêmes quand même que celles que l'on a apprises dans le contexte de la dissertation. À l'oral, il y a un savoir-faire de l'argumentation, il y a une compétence rhétorique qui est à mettre en œuvre et c'est là-dessus que nous travaillons dans ce séminaire. Un gros sujet très sensible pour un négociateur, tellement d'ailleurs que certains spécialistes de la négociation partagent cette opinion et j'en fais partie, qu'on peut définir un bon négociateur comme un bon gestionnaire de marge de manœuvre. Gérer sa marge de manœuvre, c'est-à-dire savoir faire avec les allocations de ressources que l'on a. Le jeu des concessions, le jeu des contreparties, comment les faire, à quel moment les faire, dans quelles conditions les faire, chercher à se rapprocher, à aller vers une convergence. Aujourd'hui, on parle dans la négociation sociale, par exemple, des bougers. On fait un bouger, on fait bouger les lignes. L'image est intéressante parce que c'est vraiment sortir d'un parallélisme des lignes, d'une divergence des lignes, puisque la négociation, c'est évidemment aller vers un point de convergence. Donc, le négociateur doit savoir maîtriser de façon très sérieuse sa marge de manœuvre. Hypothèse haute, hypothèse basse, d'où je viens, les notions d'hypothèse de repli, les notions de best alternative, qu'est-ce que je peux proposer en cas d'échec, etc. Si la négociation échoue, qu'est-ce que l'on fait? Il y a tout un tas de questions fondamentales sur la gestion de la marge de manœuvre qui vraiment passionnent les participants parce que ils ont tous des références dans leur tête à des exemples récents qu'ils ont vécus, parfois heureux, pour montrer comment, par exemple, en jouant avec des concessions bien appropriées et pertinentes au bon moment, on réussit à faire débloquer une négociation. Et malheureusement aussi, des exemples inverses, où on a le sentiment d'un blocage, qu'on n'avance pas, qu'on est coincé, parce qu'on a parfois gaspillé des ressources, parce qu'on n'a pas su sortir au bon moment une contrepartie ou une concession. Autre sujet, par exemple, qui est abordé de façon très sensible sur ce point de gestion de la marge de manœuvre, comme on dit en jargon métier, nous, dans la négociation, à quelle hauteur on sort dans la négociation, c'est-à-dire à quel niveau d'offre mettons-nous sur la table quand on démarre la négociation. Et également, en liaison avec le rapport de force, est-ce que j'ai intérêt à prendre l'initiative de proposer d'abord ou est-ce que j'ai intérêt à laisser l'interlocuteur proposer? Donc, il y a beaucoup de débats autour de ces thèmes-là. C'est un côté passionnant de la négociation. Ce n'est pas un domaine de sciences exactes, mais on est quand même capable de dégager quelques bonnes pratiques qui permettent d'augmenter l'efficacité et de réussir plutôt que d'échouer dans la négociation.
La notion de stratégie intéresse les gens qui sont un peu passionnés de négociation aussi, parce que la dimension stratégique, c'est l'art de la manœuvre. C'est comment je fonctionne. Est-ce que je prends l'initiative, par exemple, d'ouvrir la négociation et de proposer, ou est-ce que je laisse venir dans une démarche au sens plus diplomatique, plus prudente, plus en réserve? Est-ce que je prends l'initiative? Est-ce que je m'engage? Ou est-ce que j'adopte une attitude de contrôle? Un peu comme dans les jeux de société, où dans des jeux très simples, on sait que est-ce que j'ai intérêt à mettre mes atouts tout de suite ou est-ce que j'ai intérêt à garder des réserves. C'est vraiment la conduite stratégique de la négociation. L'art de la manœuvre, avec des références à Sun Tzu dans l'art de la guerre, évidemment, le tout étant conditionné par l'idée d'aboutir à un résultat, c'est-à-dire concrétiser. Ce que les commerciaux souvent résument à travers le talent du closing, aboutir à un accord, concrétiser, créer les conditions de l'accord. Donc cette dimension stratégique, là, il y a un côté ludique assez passionnant et assez intéressant. C'est l'intelligence du jeu, c'est l'intelligence de l'échange, en quelque sorte, qui souvent, d'ailleurs, quand les gens l'apprécient, donne un vécu de la négociation qui est plus un jeu qu'autre chose. C'est une dimension dans laquelle on essaie, on tente, on anticipe et on cherche à trouver une voie de passage avec l'interlocuteur. Et enfin, dernier sujet qui monte en force. En fait, on ne l'aborde pas comme un thème à un moment donné dans le stage, mais il traverse de façon plus transversale l'ensemble du séminaire. C'est toute la dimension émotionnelle. On est complètement acquis à l'idée, et de plus en plus aujourd'hui, que les émotions participent de la décision, de la prise de décision. Et la dimension émotionnelle, la connaissance de soi, comment je me comporte dans la négociation, comment je réagis face à l'épreuve parfois, dans certains cas même face à des situations vécues comme difficilement, des attaques par exemple avec une certaine agressivité. Donc toute la dimension comportementale de la négociation n'échappe pas non plus, bien sûr, à notre programme. Et dans chacune des études de cas où nous travaillons, cette dimension-là est bien mise en évidence. Alors, en général, le conseil, évidemment, va dans le sens de dire contrôler ses émotions. Mais quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose, parce que contrôler ses émotions, c'est une chose, c'est d'abord apprendre à reconnaître les émotions chez les autres, et puis soi-même, effectivement, comprendre et sentir comment comment je me sens dans une situation, comment je peux faire de mes émotions des alliés, plutôt que, au contraire, d'en être victime et d'avoir des inhibitions. Donc, pour faire simple, c'est une voie de passage assez étroite dans la négociation entre fermeté et ouverture. Capacité de fermeté, ce qui n'a rien à voir avec l'agressivité, et capacité d'ouverture, c'est-à-dire capacité à se rapprocher de l'autre et à tenir compte de l'autre. Là, à nouveau, la notion d'empathie est centrale, évidemment, dans ce volet. C'est une dimension aussi de connaissance de soi, et c'est très intéressant d'entendre dans le séminaire les témoignages des participants sur ce plan-là, d'ailleurs, certaines personnes faisant valoir justement de belles améliorations ou des progrès avec l'expérience, et inversement aussi parfois, certaines personnes pointant des difficultés de cet ordre-là sur l'aspect émotionnel, de déstabilisation, par exemple, dans des moments difficiles de la négociation, ou d'appréhension quand il s'agit d'ouvrir la négociation. La négociation peut être vécue comme une épreuve. Évidemment, ce n'est pas souhaitable, mais quelque part, il y a toujours un enjeu dans la négociation. Donc, il y a une mise à contribution très forte de la personnalité de chacun de nous, donc de notre dimension émotionnelle. Donc, encore une fois, c'est un thème très transversal qui est abordé à travers les études de cas et à travers le témoignage des participants. Alors, comment on travaille dans ce séminaire? Troisième point, c'est un séminaire de 4 jours en présentiel. Il y a 3 sessions, il y a eu 3 sessions en 2023. La prochaine est en décembre et il y en a 2 d'annoncées pour 2024. Surtout, ce qui est à retenir, c'est que le séminaire est bâti sur 6 études de cas sur 4 jours. Les études de cas, ce sont des simulations en vidéo d'études de cas où les participants sont à la fois acteurs, participants et observateurs. On travaille avec la vidéo, ce qui autorise des debriefings extrêmement précis où chacun et chacune comprend mieux, une fois que la négociation a eu lieu, qu'est-ce qui a fait balancer dans le bon sens ou qu'est-ce qui a parfois ruiner tous les espoirs qu'on pouvait avoir d'aboutir à un accord, ou en tout cas freiner ou gêner l'avancement de la négociation. Donc c'est une valeur ajoutée dans le sens où
dans la vie de tous les jours, les participants ont l'expérience de leur propre négociation, mais souvent avec un peu de carence en matière d'analyse et de debriefing. Parce qu'évidemment, les négociations que l'on voit, c'est pas comme dans le domaine du sport, on regarde pas le match après. Les négociateurs, en général, travaillent sur leurs souvenirs et ils ont en tête parfois des moments de façon juste ou erronée, les moments qui ont été décisifs. Sentir qu'à ce moment-là, par exemple, j'ai pas pris la bonne option ou à ce moment-là, au contraire, véritablement, on a débloqué la situation. Donc là, le travail à la vidéo et les études de cas, il y en a 6, ce qui permet à chaque participant de jouer plusieurs fois dans les jeux, puisqu'il y a plusieurs acteurs dans pas mal des négociations, et vraiment un plus souligné pratiquement pour tous les stages par les participants. Bien entendu, il y a des apports théoriques qui sont solides, apports théoriques qui complètent le ressenti dans les études de cas, qui touchent tous les grands aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, les techniques de questionnement, les techniques d'argumentation, la méthodologie pour gérer la marge de manœuvre, les 12 critères pour préparer sa négociation et un certain nombre de réflexions aussi très sensibles sur la partie concrétisation auxquelles les participants sont sensibles. Concrétisation, c'est-à-dire créer vraiment les conditions de l'accord. Donc ça, c'est de la ressource méthodologique, c'est de l'outillage, et c'est vrai que les participants sont légitimement d'ailleurs toujours très sensibles à ce volet outillage, c'est-à-dire sortir avec des choses concrètes qu'on peut expérimenter, qu'on a déjà expérimenté dans le stage d'ailleurs, mais qu'on peut expérimenter très vite dans la vie de tous les jours et dans les négociations qui se présentent. J'ajouterai également dans ce séminaire le très grand atout que constitue le partage d'expériences entre participants. C'est un séminaire interentreprises avec des participants qui viennent d'horizons différents, de domaines différents, autant l'univers RH que l'univers commercial, que l'univers managérial. Et un partage d'expérience est vraiment très intéressant parce que chacune et chacun découvre en sortant un petit peu de soi-même que je ne suis pas le seul à rencontrer ce genre de difficultés, où j'ai vérifié, par exemple, qu'en m'y prenant de telle manière, ça marche bien, et j'ai le plaisir de constater effectivement que d'autres personnes le confirment. Il y a des jeux de validation très intéressants à travers ce partage d'expérience. Et on le sollicite beaucoup. Tous les cas sont préparés collectivement par les participants et le debriefing se fait en très grand groupe sous la conduite de l'animateur. Donc, cette dimension partage d'expérience est intéressante parce que curieusement, enfin je dis curieusement parce que j'en ai toujours un petit peu été étonné, pas mal de gens nous disent que dans la vraie vie, c'est pas si fréquent que ça qu'on fasse le récit des négociations auxquelles on a participé. Faute de temps, faute d'intérêt peut-être, et c'est un peu dommage de ne pas avoir cette possibilité d'échanger, de partager suite à des négociations, parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant, en tirant des enseignements, en validant des choses nouvelles, ou en stoppant parfois, malheureusement, évidemment, des choses qui sont moins heureuses. Voilà, et puis on offre à la fin du séminaire les fondamentaux de la négociation, un ouvrage qui permet et qui contient lui-même encore d'autres études de cas d'ailleurs, qui permettent d'approfondir après le séminaire le travail qui a été déjà proposé. Voilà, et puis je emprunterai à Kennedy cette expression qui, je trouve, couvre bien un petit peu la philosophie de notre démarche, c'est ne négocions jamais avec nos peurs, dimension émotionnelle, mais n'ayons jamais peur de négocier. Parce qu'il peut y avoir des craintes, parce qu'il peut y avoir des appréhensions, et c'est un premier niveau de difficulté à surmonter. Voilà ce que l'on peut dire globalement, et par expérience depuis plusieurs années dans ce séminaire, les gens qui s'adressent à ce programme sont des dirigeants, des managers. Le point commun, c'est d'avoir amené des négociations d'affaires, de travailler dans l'univers managérial, position hiérarchique, le commercial, bien sûr, vente et achat, et le domaine des ressources humaines, le domaine RH, le domaine social. Bon, pour l'essentiel, on a aussi affaire à des personnes qui avouent avoir une dimension très autodidacte de la négociation. Il faut reconnaître que la négociation en France n'est pas une matière académique. Donc, il y a des gens qui ont eu des sensibilisations parfois, mais souvent très brèves. Et nous-mêmes, nous leur disons, d'ailleurs, on met tout le monde à l'aise en démarrant ce séminaire, nous-mêmes, a priori spécialistes de la négociation, on a une culture à l'origine autodidacte de la négociation. Alors, on s'est formé, on a acquis une expertise quand on a décidé d'aller dans cette voie-là, mais on part d'un point assez extraordinairement autodidacte. C'est pas forcément mauvais parce qu'on fait une expérience essai-erreur,
on cultive plutôt des habitudes que des méthodes. C'est souvent ce que je dis aux participants. Vous allez voir à l'œuvre vos habitudes. Et parmi vos habitudes, bah, il y en a qui sont bonnes, c'est pour ça que vous les conservez, puis il y en a certaines qui vous posent problème de temps en temps. C'est là-dessus, en fait, vraiment que l'on va travailler. Donc, les profils, c'est cadres commerciaux, ingénieurs, responsables de projet, acheteurs professionnels, et on pourrait aussi tous les acteurs de l'univers RH également dans l'entreprise. Voilà globalement les points sur lesquels je pouvais vous éclairer sur l'intérêt de suivre ce programme court de négociation. Merci beaucoup, Lionel. Donc, nous allons passer slide suivant, comment vous inscrire. Je vais vous expliquer donc notre processus d'inscription à ce programme-là, le programme court Réussir ses négociations. Donc, tout d'abord, c'est la prise d'informations sur le site d'HEC Paris ou directement, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone. Je vais vous laisser mes coordonnées ensuite dans le slide suivant. Vous pouvez prendre le rendez-vous également avec moi où je vais répondre à vos questions, de parler du programme, de processus d'admission, de processus de financement également. Une fois vous avez eu votre lien d'inscription, vous pouvez déposer donc votre candidature en ligne, accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de votre CV ou du lien vers votre profil LinkedIn. Vous complétez votre dossier. Une fois c'est complet et votre dossier est bon, nous allons donc le vérifier, de voir votre profil, étudier votre dossier. Et par la suite, vous allez donc avoir l'email d'admission, si vous êtes admis ou pas. Et HEC Paris, donc l'équipe admission, va vous envoyer un contrat ou convention à retourner signé pour valider l'inscription en ligne. À partir de ce moment-là, une fois le contrat signé, vous allez passer donc au processus de paiement. En ce qui concerne les prochaines dates, les prochaines sessions, la prochaine session aura lieu le 2 décembre 2023 et ensuite nous aurons 2 sessions en 2024, donc le 5 mars et 17 septembre. Si vous avez donc les questions concernant le programme, concernant l'inscription, votre dossier, les questions sur le paiement, n'hésitez pas à me contacter par email ou par ce numéro de téléphone. Et aussi, l'information concernant le processus de financement, ce programme est éligible au CPF. Donc, pour avoir plus d'informations, je vous donnerai le contact de notre conseillère en finance qui vous expliquera en détail comment faire votre dossier et comment pouvoir faire le financement par votre compte CPF, ou même si c'est votre entreprise qui va financer ce programme-là, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vais vous diriger vers les personnes qui peuvent le conseiller. Sur ce, on vous remercie pour votre présence, pour votre attention. N'hésitez pas à donc venir sur notre site HEC si vous avez besoin de télécharger la brochure, d'avoir des informations importantes sur ce programme, ou me contacter encore une fois. Maintenant, nous allons passer donc aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. C'était très, très clair. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lionel, de participer à ce webinaire. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions. Sachez que la dernière session de cette année, c'est 12 décembre. Et les prochaines sessions, c'est qu'en 2024. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup.